Bonjour et bienvenue dans Il est quel jour, dans le cinéma, le podcast qui célèbre le cinéma au rythme des journées mondiales. Chaque épisode, on explore des films, des scènes marquantes en lien avec les thématiques du jour. Que ce soit la journée internationale du bonheur, de la science-fiction ou de la gourmandise, on trouvera toujours une bonne raison de parler de cinéma. Et pour ce tout premier épisode, nous sommes le 4 mai. On va parler de la journée internationale des pompiers, du mythique Star Wars Day et d'un sujet plus grave mais essentiel, la journée des mères endeuillées. Un mélange de courage, d'épopée galactique et d'émotion pour montrer à quel point le cinéma peut tout raconter. Installez-vous, laissez-vous surprendre et découvrons ensemble Il est quel jour dans le cinéma. Commençons par la première célébration de ce 4 mai, la journée mondiale des pompiers. Même si en France nous rendons honneur aux pompiers le jour de la Sainte-Barbe, le 4 décembre, ce jour a été choisi pour Barbara d'Héliopolis, dit Sainte-Barbe et surnommée la Sainte du Feu. Dans le reste du monde, les pompiers sont bien célébrés le 4 mai, le jour de la Saint-Florian. Cette date a été mise en place le 4 janvier 1999 après le décès tragique de 4 pompiers lors d'un feu de forêt en Australie. Cet événement tragique a fait prendre conscience à l'Australie et au reste du monde le rôle de ces soldats du feu et de la dangerosité de leur mission. Ils ont choisi la Saint-Florian, saint protecteur des pompiers. Saint Florian de l'Orche aurait sauvé un village d'un incendie, ce qui fait de lui le saint protecteur des pompiers. Le métier de pompier a longtemps été fantasmé, écrit et réécrit au cinéma. Pour les enfants, les adultes, et tous les pays du monde ont fait leur version du héros du feu. Avec humour ou tragédie, les films sur les pompiers ont connu tous les types de réadaptations. L'un des premiers films traitant le sujet est sorti en 1903 et dure 6 minutes. Life of an American Fireman a créé l'ouverture des récits sur les soldats du feu. À cause de la complexité de l'action du film Le sauvetage des victimes de l'incendie, le réalisateur Edwin S. Porter a rencontré un problème. Le fait qu'un sauvetage d'un incendie se déroule en même temps dedans et dehors. Il a donc dû faire du montage, mais en mettant les plans les uns après les autres. Nous voyons toute l'action se dérouler à l'intérieur de la maison et ensuite la même action se dérouler mais en la voyant de l'extérieur, créant un décalage narratif. Porter a aussi utilisé le gros plan pour la narration de ce film, comme montrer une alarme d'incendie pour que les spectateurs puissent lire Fire Alarm et mieux comprendre l'action. Le film utilise pour la première fois au cinéma le flash forward, ou un saut en avant, déjà utilisé dans la littérature et chez les poètes. Dans ce film, on voit le pompier de garde somnolent et ayant une vision d'une mère couchant sa fille, ce qui le prévient du déroulement futur. Près de 90 ans plus tard, naîtra le film au plus gros budget pour un film autour des pompiers, avec 100 millions de dollars pour produire Backdraft, qui connaîtra une suite en 2019 qui ne fut pas très appréciée par la plupart des critiques. Le film traite des pompiers de leur quotidien, mais pas que. C'est associé à un film de suspense et d'enquête sur des incendies criminels, et le jeune pompier doit s'associer à un enquêteur pour résoudre le mystère des retours de flammes, Backdraft. L'accueil du film est mitigé, mais il connaît tout de même un retour sur investissement avec plus de 152 millions de dollars de recettes à l'international, ainsi que 3 nominations aux Oscars qui seront remportées au final par Terminator 2, le jugement dernier. La France a aussi connu son nombre de films sur les pompiers, dont Sauver ou Périr, sorti en 2018 et qui a pour acteur principal Pierre Ninet. Le film ne reprend pas les mêmes codes que les autres films, puisqu'à la place de suivre le quotidien de pompiers dans une caserne, nous suivons la convalescence de l'un d'entre eux blessé et défiguré lors d'une intervention. Le film nous montre un côté dramatique mais aussi une part de la réalité des soldats du feu. Il a même été inspiré de plusieurs faits réels, et Pierre Ninet a pu accompagner lors de la préparation à ce rôle les vrais sapeurs-pompiers de Paris. Le sujet de la dangerosité du métier de pompier a été traité dans le film américain Only the Brave, renommé Line of Fire pour la diffusion française. Line of Fire parle des feux de forêt en Arizona et d'une équipe qui les affronte. Attention, spoiler, à la fin du film, une seule personne de l'équipe qui devait servir de guet dans une zone plus sécurisée survit à l'incendie. Toute son équipe meurt entourée par les flammes. Cette histoire est tirée de faits réels et le film rend hommage aux vrais pompiers décédés lors de l'incendie, avec leurs noms, leurs âges au moment de leur mort et une citation du pompier survivant de la catastrophe. Le film précise que l'incendie faisant 19 morts et l'incendie ayant connu la plus grosse perte de pompiers aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre. Les Américains ne sont pas les seuls à s'être inspirés d'une histoire célèbre pour en faire un film dramatique. Les Français, en s'associant avec les Italiens sur une idée de Jean-Jacques Hano, a réalisé Notre-Dame brûle, ce qui devait d'abord être un documentaire mais qui est devenu un film conçu comme un grand spectacle de la vision du réalisateur scénariste. Pour coller le plus à la réalité, avec les embouteillages des gens qui ralentissaient pour observer Notre-Dame, des personnes qui applaudissaient les pompiers ayant intervenu, et de l'étranger pour comprendre l'impact planétaire de l'événement, Jean-Jacques Hano a lancé un appel pour récupérer des images d'archives auprès d'un maximum de personnes.
Mais les films de pompiers peuvent traverser les générations, comme avec le dessin animé Vaillante, sur une petite fille qui rêve de devenir pompier, mais qui doit se déguiser en homme car le règlement n'autorise pas les femmes pompiers. Il parle de l'intégration tardive des femmes dans le monde des soldats du feu. Même si les avis sont plutôt positifs, certaines personnes ont jugé des scènes trop violentes pour les jeunes enfants. Avec un autre type de film, les Américains ont voulu créer un décalage en faisant d'un film sur les pompiers une comédie. Chaud de vent ou Playing with Fire a réussi le défi de manière mitigée, car le film n'a pas connu un accueil critique exceptionnel, mais il est considéré par certains spectateurs comme un bon film comique à regarder en famille. Le film ne montre réellement qu'une intervention, avec le sauvetage des protagonistes de l'histoire. Le film a voulu montrer ce qui pourrait se passer en mettant en contradiction une bande d'enfants et des pompiers d'élite. Chaud de vent crée ce décalage comique très connu dans ce genre de film et dans une atmosphère plus habituée au drame. Mais le mythe est maintenu chez les enfants avec la série animée Pat' Patrouille où un des chiens Marcus a le rôle qui fait rêver les enfants depuis des générations, le pompier. Le thème a tellement été abordé qu'ils ont aussi créé des séries sur le sujet dont Rescue Me, les héros du 11 septembre qui suit une caserne new-yorkaise dans laquelle le 11 septembre a laissé des traces, mais aussi les séries populaires comme Chicago Fire et 911 qui parlent des services d'urgence américains en général. En définitive, les films sur les pompiers, qu'ils soient dramatiques, héroïques ou même comiques, nous rappellent l'importance de ces hommes et femmes qui risquent chaque jour leur vie pour protéger les autres. De Backdraft à Sauver ou Périr, ces œuvres cinématographiques abordent la réalité de leur métier entre héroïsme, tragédie et sacrifice. À travers les différents genres et approches, le cinéma nous permet de rendre hommage à ces soldats du feu, tout en nous offrant une réflexion sur la fragilité de la vie et le courage humain. Aujourd'hui, on célèbre aussi une journée pas comme les autres, la journée mondiale de Star Wars. Le 4 mai n'a pas été choisi au hasard, mais en honneur à un jeu de mots en rapport avec la phrase culte May the Force be with you, donc que la force soit avec toi. Le jeu de mots est apparu pour la première fois le 4 mai 1979 lors de l'élection de Margaret Thatcher en tant que première ministre anglaise. Ce jour-là, le London Evening News a titré May the 4th be with you. May the 4th voulant dire le 4 mai. Cette date a été gardée par les fans organisant des projections et des événements autour de cet univers. La ville de Toronto a même créé le Star Wars Day et Disney, après avoir racheté la saga, a officialisé la date en 2013. Quand on veut regarder la saga, la première question qui revient est dans quel sens doit-on regarder celle-ci ? Pour réponse, il y a plusieurs écoles. L'ordre de sortie, 4, 5, 6, puis 1, 2, 3 pour finir avec 7, 8, 9 pour vivre ce qu'ont vécu les fans de la première heure. Il y a aussi l'école de l'ordre chronologique, de 1 à 9, pour se concentrer sur l'histoire de la famille Skywalker. Et puis celle d'un groupe de puristes appelé l'ordre Machette qui propose 4, 5, 2, 3 et 6 en excluant le 1 car cette chronologie suit l'histoire de Luke Skywalker. Le 2 et 3 ne servent que de contexte pour l'histoire de ce personnage et il laisse le 6 à la fin pour garder la surprise du plot twist avec Dark Vador. La saga étant rachetée par Disney, les séries sont venues s'y rajouter et complexifier la timeline, mais permettant de creuser les personnages secondaires et d'explorer les zones d'ombre de la République et de l'Empire. Une des parties les plus importantes de l'univers Star Wars, c'est les fans, car ils sont considérés comme une des communautés de la pop culture les plus créatives. En créant des costumes, des fanarts, des romans et des fan-films, certains sont même allés jusqu'à influencer l'univers officiel. Par exemple, pour les connaisseurs, le personnage de Thrawn, d'abord inventé dans les romans L'héritier de l'Empire, qui est revenu dans les séries d'animation Rebels puis Ashoka. Mais aussi certains designs des sabres ou d'armures popularisés dans des fanarts qui se retrouvent dans les séries ou les jeux vidéo comme Jedi Survivor. Certains autres fans sont même devenus des membres de l'univers officiel de Star Wars. La saga, comme toutes les sagas, ne fait pas l'unanimité. Certains fans de la trilogie originale 4, 5, 6 ne veulent pas accepter la prélogie 1, 2, 3, accusée à l'époque d'être trop numérique, trop politique. Mais aussi le personnage de Jar Jar Binks, jugé comme agaçant, avec ses interventions maladroites et souvent répétitives. Le personnage a aussi été accusé de racisme, car en VO, Jar Jar Binks utilise une sorte de créole ressemblant à l'anglais des Jamaïcains et à une caricature du français parfois parlé en Afrique en VF. Puis sont venues les critiques sur la post-logie produite par Disney, qui a bien commencé avec le 7e volet grâce à son retour 10 ans après le dernier. Le 8e a divisé les fans. Ils ont essayé de réunir les fans avec le dernier sans résultat. Les gens jugent l'incohérence de l'histoire avec une trilogie sans ligne directrice, les personnages qui sont mal exploités avec des arcs narratifs qui restent flous alors qu'ils avaient du potentiel de la vie de beaucoup de fans. La post-logie joue trop sur la nostalgie pour certains films et pas assez pour d'autres. Les fans de la famille Skywalker trouvent que la fin de l'arc, qui dure depuis 1977, ne se termine pas de manière satisfaisante, avec des incohérences entre les trilogies. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas Star Wars, n'ayant jamais réussi à s'accrocher à l'histoire et à ses complexités, qui le jugent un peu trop long ou un peu trop compliqué. Et même d'autres qui disent que Star Wars ne mérite pas son succès et sans la nostalgie de la part des fans, cet univers ne serait pas ce qu'il est.
Mais même ces non-fans connaissent les noms de Yoda, Dark Vador ou encore R2D2. Star Wars est tellement présent dans la culture populaire qu'on ne peut pas ne pas en avoir entendu parler. Car les films sont rediffusés souvent, il y a des références à Star Wars dans beaucoup d'autres œuvres, mais aussi énormément de produits dérivés, qui sont devenus plus importants que la saga elle-même. Certains produits ont même atteint des prix astronomiques. En conclusion, Star Wars est bien plus qu'une saga cinématographique. Malgré les débats sur ces différentes trilogies, elle a marqué la pop culture et continue d'évoluer à travers films et séries. Les fans jouent un rôle essentiel en enrichissant cet univers, créant une expérience intergénérationnelle unique, un véritable phénomène qui, 50 ans après ses débuts, reste incontournable. En ce 4 mai, nous célébrons aussi une journée importante, celle des mères endeuillées. Le mois de mai a été choisi car il est souvent associé à la fête des mères qui se déroule à la même période. Et pour remplacer ce jour douloureux, une fête des mères qui ont perdu un enfant a été instaurée. Pour aborder ce thème, nous commencerons par le film le plus emblématique sur le sujet, Tout sur ma mère, réalisé par Pedro Almodóvar en 1999 avec Penélope Cruz dans la distribution. Le film est même allé jusqu'aux Oscars en remportant le prix du meilleur film étranger lors de la cérémonie de l'année 2000, mais aussi en France, à Cannes, au César, en Espagne avec plusieurs prix Goya et en Angleterre. En plus des prix des grandes institutions européennes et américaines, le film a eu un gros succès public. La très grande majorité des avis soulignent l'émotion, la beauté visuelle et l'humanité du film. Même ceux qui trouvent Almodóvar parfois excessif reconnaissent la force du propos et la justesse des portraits de femmes. Le film parle d'une mère célibataire qui perd son fils de 17 ans le jour de son anniversaire. Dévastée, sa mère décide de retrouver le père biologique de son fils, dont il ne connaît pas l'existence mais sur lequel son fils a posé des questions plusieurs fois. Mais ce voyage se révèle être plus que la recherche de quelqu'un. C'est une quête sur l'identité, la maternité sous toutes ses formes, la perte et la reconstruction. Cette quête peut se faire grâce à tous les personnages qu'elle croise, une actrice de théâtre, une religieuse engagée et une amie transgenre. Et leur point commun, c'est qu'elles portent toutes des blessures mais la volonté de se reconstruire. La présence d'un personnage transgenre traité avec humanité et dignité était encore assez rare au cinéma en 1999, et Almodóvar a été salué de l'avoir fait avec tendresse et loin des clichés. Le film est marquant pour plein de raisons. Il parle de deuil sans misérabilisme, il montre que même au cœur de la douleur, il peut y avoir des rencontres, de la solidarité et de l'amour. Il est aussi marquant par le traitement visuel, qui est très coloré, presque irréel par moments. Tout sur ma mère est un hommage au théâtre, au cinéma et à la capacité qu'ont les histoires à nous aider à survivre. De plein de manières, ces arts sont au cœur du film, avec la présence d'acteurs et du théâtre qui sert de reconstruction pour certains personnages. Le titre est un clin d'œil assumé au film classique américain All About Eve, avec Betty Davis, à qui le réalisateur rend hommage dans le générique en écrivant à Betty Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider et à toutes les actrices qui jouent des actrices, à toutes les femmes qui jouent, à tous les hommes qui jouent et deviennent femmes, à toutes les personnes qui veulent devenir mères. La femme est bien au centre du film, comme dans la vie de Pedro Almodóvar, qui dit que les femmes l'ont élevée et sauvée. Pour traiter les films sur les mères endeuillées, nous pouvons aussi parler du documentaire Et je choisis de vivre, qui s'ouvre sur une phrase sur la perte d'un enfant et le deuil. Quand on perd son père ou sa mère, on est orpheline. Quand on perd son conjoint, on est veuve. Mais quand on perd son enfant, il n'y a plus de mots. Le documentaire sorti en 2019 suit le parcours d'une mère qui a perdu son fils d'1 an et sa reconstruction après la tragédie. Le film est émotionnel et humaniste, abordant le deuil avec sensibilité. Il porte un message d'espoir montrant une mère qui choisit de vivre malgré une perte inimaginable. Le deuil est montré de deux manières différentes, comme une souffrance mais aussi comme un chemin possible vers la guérison. La mère que le documentaire suit offre aussi au public une perspective nouvelle au deuil et à sa douleur. Les réalisateurs ont adopté une approche intimiste avec des plans rapprochés et un montage qui ne prend pas de place pour laisser toute la place au message et à l'émotion. Ils ont fait ce choix pour créer un lien direct entre le spectateur et le vécu de la personne centrale du documentaire. Ils ont aussi rajouté des images d'archives du fils disparu de la mère endeuillée, qui rajoutent de la profondeur et de l'émotion en créant cette fois-ci un lien entre le public et l'enfant que le public voit comme celui qu'une mère a perdu. La musique, bien que discrète, est omniprésente dans le film, accompagnant les moments de réflexion et de guérison, accentuant les émotions du film en créant une atmosphère de mélancolie et de résilience. Même si le film est centré sur une femme et son deuil, le film part du deuil de manière plus universelle, et comment chaque individu traverse la perte. Le documentaire a été salué par la critique pour sa sincérité et son humanisme. Le public a été touché par cette histoire, notamment les personnes ayant connu un deuil, et qui ont reçu le message qui incite à choisir de vivre. En conclusion, le documentaire est un hommage à la résilience humaine, émouvant et sincère, qui aborde le deuil avec vulnérabilité et force. Il montre comment, après un traumatisme, il est possible d'avoir de l'espoir et de se reconstruire et de choisir de vivre à nouveau. Sur le thème du deuil d'une mère, nous aurions aussi pu aborder un autre documentaire français, un peu plus court, Zayan, réalisé par deux sœurs, dont l'une est le personnage central du film. L'œuvre traite un autre type de deuil d'un enfant, le deuil périnatal.
la perte d'un enfant pendant une grossesse. Le projet est né de l'épreuve qu'a dû traverser Alexandra et qui a demandé à sa sœur d'en faire un film et de mettre en avant ce sujet que beaucoup de femmes vivent mais dont peu de personnes parlent. Elle a suivi le deuil de sa sœur pendant près de 3 ans, et il y a 10 ans d'écriture et de montage pour réussir à traiter ce sujet sensible. Ce documentaire aussi parle de résilience et montre un chemin de guérison vers un nouveau départ. Un autre type de deuil est abordé dans La fille dans le parc, sorti en 2007 et réalisé par David O'Byrne, avec Sigourney Weaver dans le rôle principal. Ce film traite le deuil non résolu, d'une disparition en l'occurrence de la fille du personnage interprété par Sigourney Weaver, et le mystère qui est laissé derrière cette disparition. La mère qui subit la perte de sa fille coupe les ponts avec tout le monde, se tenant pour responsable de la disparition. Et 16 ans après, elle rencontre une jeune femme qui ravive son passé de mère endeuillée. Elle se sert de la jeune femme comme une sorte de rédemption de ce qu'il s'est passé 16 ans plus tôt. Et une relation naît entre elles, comme un substitut de ce qu'aurait pu être sa relation avec sa propre fille. Un autre personnage, un homme, arrive dans la vie de celle qui n'avait plus aucune connexion avant sa rencontre avec la jeune femme qui donne de l'espoir concernant la reconstruction. La mère comprend grâce à ces rencontres qu'elle doit avancer et faire face à sa douleur afin de la traverser. À la fin du film, on ne voit pas la mère guérie, mais on comprend que le deuil est un chemin long et difficile. Le réalisateur, David O'Byrne, est également le scénariste du film, et avec son œuvre la plus connue, Proof, la preuve, il a déjà abordé les thèmes du deuil, de la rédemption et de la recherche de soi. Le film a été réalisé avec un petit budget, mais l'œuvre privilégie les performances des acteurs et une narration émotionnelle, plutôt que des effets visuels spectaculaires. Le film repose sur des dialogues intenses et des non-dits, créant de la tension pendant celui-ci. La façon d'utiliser la caméra et l'éclairage de manière à ce que les plans ne soient pas lumineux et colorés accentue l'atmosphère intimiste. Il y a aussi le lieu du parc, qui a un cadre symbolique, lieu de réflexion et de confrontation et élément central de sa quête intérieure, élément déclencheur du film et qui lui permettra peut-être de guérir comme pourrait le suggérer la fin ouverte. La bande sonore est encore une fois discrète et accompagne les moments de réflexion. Le film a eu des critiques mitigées, même si certains ont salué les performances des acteurs, notamment celle de Sigourney Weaver, tandis que d'autres ont jugé le film trop lent et introspectif. Malgré ces critiques, le film est apprécié pour sa profondeur émotionnelle et loin des productions hollywoodiennes. En conclusion, les films et documentaires sur le deuil d'une mère abordent ce sujet avec une profonde humanité et sensibilité, que ce soit à travers des récits de résilience comme Tout sur ma mère ou des témoignages poignants comme Et j'ai choisi de vivre. Ces œuvres nous montrent la douleur, mais aussi la force et l'espoir dans la reconstruction après une perte inimaginable. Elles nous rappellent que, même face à la tragédie, il est possible de trouver un chemin vers la guérison. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son mari, alors on s'appelle veuve. Quand on perd son petit, c'est évident, il n'y a pas de mots. Merci d'avoir écouté Il est quel jour dans le cinéma. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir des films sous un nouveau regard. Je n'ai évidemment pas pu citer toutes les œuvres possibles autour de ces thématiques, alors n'hésitez pas à en découvrir d'autres par vous-même, et surtout à me dire en commentaire quel film vous auriez ajouté. Pensez aussi à partager le podcast autour de vous et à me suivre pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. On se retrouve très vite pour célébrer une nouvelle journée et une nouvelle séquence de cinéma. À bientôt!